rapport à ça, ça me fait toujours très très plaisir de rencontrer, voilà, dans une salle comme ça remplie de lecteurs, de rencontrer ou des gens qui ont déjà lu mes livres ou des personnes qui sont intéressées pour les découvrir. J'en suis pas placé, je trouve que c'est toujours un petit miracle, il y a tellement de livres, de choix pour les lecteurs que c'est vraiment un miracle de toucher un lectorat un peu important, et moi je prends toujours beaucoup de plaisir du coup à me retrouver face à des lecteurs. Et puis ça me change un peu des amphis de la faculté qui maintenant, depuis le Covid, sont totalement vides. Les étudiants ont pris l'habitude de ne plus venir, de suivre les cours à distance, donc c'est assez terrible, on fait cours devant des salles vides, c'est assez désespérant. Moi qui adorais enseigner, c'est un peu terrible. Donc merci d'être là. Alors ce que je vous propose, on m'a demandé de vous parler polar, histoire et sciences. Donc ce que je vous propose, c'est assez rapidement de vous parler un peu du genre polar historique, mais très rapide, hein, pour brosser un peu l'historique de ce genre, comment il s'est développé, quelles sont un peu ses spécificités, mais ça assez rapide, ce sera plutôt une introduction. Et puis après, ce que je vous propose surtout, c'est de vous expliquer un peu ce qu'est du coup pour moi le polar historique, ce que ça implique en termes voilà, de préparation, d'écriture, de documentation, et de vous faire rentrer finalement un peu dans la fabrique de mes polars, la façon dont j'écris ces polars historiques. Voilà. Donc le polar historique finalement c'est un genre qui s'est individualisé assez tardivement en fait dans l'histoire du polar. On peut grosso modo voir les premiers spécimens. En fait, à la mort de Conan Doyle, on peut dire que les premiers pastiches holmésiens qui sont parus dans les années 30, c'était un peu ça le début du polar historique, situé par là. Et puis après, il y a quelques grands noms qui ont un peu formalisé ce que serait le polar historique aujourd'hui, en fait. C'est les premiers auteurs qui ont commencé à faire des séries, parce que j'y reviendrai, mais c'est quand même quelque chose d'assez caractéristique du polar historique de mettre en place des séries, et tous les premiers grands auteurs de polar historique ont créé des séries autour d'un personnage, d'un héros qui traversait une période de l'histoire. Donc l'un des premiers à avoir fait ça, c'est dans les années 50, c'est donc von Gulik, qui était donc un diplomate et sinologue, et qui du coup a commencé donc à écrire les aventures du juge Qi dans la Chine ancienne, qui pour lui en fait était un moyen de transmettre ses connaissances sur cette Chine ancienne, de réparer en plus des représentations assez fausses de la Chine ancienne dans les années 50, parce que lorsqu'on avait des romans ou des films populaires qui se passaient dans la Chine ancienne, il y avait souvent beaucoup d'anachronismes. C'est ce qui avait heurté von Gulik, qui avait passé pas mal de temps en Chine. Et donc lui s'est lancé donc dans la rédaction de ces enquêtes du juge Qi, en respectant d'abord l'esprit de la littérature chinoise, puisqu'il s'est beaucoup inspiré de vieux romans policiers chinois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ces romans, on trouve toujours 3 enquêtes. Dans chaque aventure du juge Qi, dans chaque livre de von Gulik, le juge Qi résout 3 énigmes, parce que c'était un grand classique, c'était un peu la forme consacrée traditionnellement du roman policier chinois. Et voilà, ce qui a fait la particularité de cette série, c'est qu'elle était particulièrement bien documentée historiquement. Et c'est un peu pour ça que on est nombreux à considérer que voilà, on a là un vrai précurseur du polar historique tel qu'on le conçoit un peu aujourd'hui, avec une documentation vraiment sérieuse. Sinon, après, on pourra rentrer beaucoup plus loin. On peut trouver des polars historiques antérieurs vraiment à cette période-là. On peut même se dire qu'au XIXe siècle, certains romans de Dumas, ils ne sont pas loin du polar historique. Mais voilà, si on veut rester dans vraiment la conception un peu stricte du polar, on va dire que voilà, ça naît dans les années 30 avec les pastiches holmésiens, et puis après, on a von Gulik. Puis après, tous les anglo-saxons qui vont créer des grandes séries, donc avec Doherty par exemple. Alors lui, c'est un auteur très, très prolixe, puisqu'on a parlé tout à l'heure que j'avais écrit des livres sous pseudonyme. C'était pour distinguer mes livres littéraires, de littérature blanche générale, de ce que j'écrivais en polar, puis c'est une demande des éditeurs, pas du tout un choix de ma part. Lui, c'était vraiment un choix, et c'était le choix de prendre un pseudonyme pour chacune de ses séries. Donc il a écrit
sous beaucoup de pseudonymes, et donc sous le nom de Doherty, il a créé donc la série du Corbett, mais derrière, sous le nom de Grèce, il a créé une autre, sous le nom de Paul Harding, encore une autre. Donc il situait toutes ces intrigues dans le Moyen-Âge en Angleterre, et puis derrière, on en a évidemment beaucoup d'autres qui ont suivi, auteurs anglo-saxons, Peter Tremen, voilà, jusqu'à Ken Follett, en passant par Ellis Peter avec Frère Cadfael. Donc on a, ce qui caractérise un peu tous ces auteurs-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une documentation assez solide, historique, pour essayer, assez solide, voire très solide, pour essayer de vraiment reconstituer au plus près une atmosphère, une époque, et puis derrière, un héros récurrent avec une série, ce qui permet du coup de traverser l'époque et de pouvoir évoquer plusieurs faits historiques. Alors, si on veut justement poser déjà un premier enseignement, c'est cette loi des séries. C'est-à-dire que la plupart des auteurs de polar historique qui se spécialisent vraiment dans le polar historique, ils ont pratiquement tous au moins une série avec héros récurrents, même s'ils peuvent faire des, entre guillemets, des one-shots, des romans voilà, entièrement bouclés en un seul tome, une seule aventure. Très souvent, ils ont des séries pour pouvoir explorer l'univers, l'époque, vraiment sous différents aspects, des aspects multiples. Alors ça présente des avantages pour le lecteur. Il y a un avantage important pour le lecteur, c'est que quand on a un héros récurrent, on peut éventuellement s'y attacher. Le but recherché par l'auteur, c'est que les lecteurs s'attachent au héros qu'il a créé. Et du coup, le lecteur, il va se créer un sentiment, voilà, une affection pour un personnage, l'envie de continuer à le suivre, et puis en plus l'intérêt à pouvoir suivre son évolution. Alors, j'ouvre une parenthèse, quand évolution il y a, parce que on a certaines séries, alors je ne citerai pas de nom là, à chaque fois je dirais du mal de certains trucs, je ne citerai pas de nom, mais il y a certaines séries avec des personnages qui n'évoluent jamais. Donc on a l'impression qu'au premier tome de la série, au 12e, voire 13e, voire 14e tome de la série, il n'a pas changé, il n'a pas évolué, il pense toujours de la même façon, voilà. Et alors que des fois 20 ans se sont écoulés. Bon, ça c'est... En tant que lecteur, ça m'embête. Mais voilà, quand une série avec héros récurrents est bien faite, on a une évolution évidemment du personnage, évolution liée aux rencontres qu'il fait, mais aussi parfois avec l'époque. J'imagine que certains d'entre vous connaissent peut-être la série Victor d'Autrive de Jean-Christophe Porte, qui se passe à la Révolution. Et c'est justement intéressant dans cette série de voir comment ce d'Autrive, qui au départ de la Révolution est un personnage d'abord très jeune, peu expérimenté, qui est un peu naïf, qui débarque dans ce Paris révolutionnaire des débuts de la Révolution, un peu naïf, et qui est à ce moment-là l'homme de Lafayette, va évoluer à travers ses rencontres, à travers les événements qu'il traverse, qui sont des événements évidemment terribles, puisque ce sont des événements révolutionnaires. Et d'ailleurs, il change en plus de chef au fur et à mesure qu'il avance dans la Révolution. Donc ça, c'est un vrai intérêt. Donc ça, c'est un intérêt pour le lecteur. Et puis, donc, l'attachement au personnage. Et puis, l'autre intérêt de la série, c'est cette découverte approfondie d'une période. Parce que c'est évidemment pas en un roman de 300 pages qu'on peut reconstituer, par exemple, pour prendre l'exemple de la Révolution, toute la Révolution, ou pour prendre l'exemple de ma série Le Bureau des Affaires Occultes qui se passe à l'époque de Louis-Philippe, toute la période de Louis-Philippe, qui est une période absolument qui fourmille à tous les niveaux, mais j'y reviendrai évidemment, politique, sociologique, économique, voilà. Donc ça, ce sont les avantages. Et puis, le plaisir aussi de l'attente, parce que du coup, on sait que un nouveau roman arrivera dans 1 an ou dans 2 ans, et du coup, on le sait, en amour, l'attente, c'est presque aussi bon que la réalisation, la concrétisation. Donc, ça, c'est l'avantage. Et puis alors, évidemment, il y a toujours un revers à une médaille. L'inconvénient d'une série récurrente, ça peut être aussi, au bout d'un moment, la lassitude. Moi-même, en tant que lecteur, il y a des séries de polar historiques, ou des séries qui ne sont pas historiques, mais de polar, avec héros récurrents que j'aime beaucoup.
Mais quand je les aime beaucoup, voilà, au bout de 3 ou 4 ou 5 que j'ai lus, ouais, je vais faire une pause et puis je vais aller faire une infidélité. Voilà, et puis j'y reviendrai, si je les aime, évidemment, j'y reviendrai. Mais voilà, il y a un moment où on a envie de passer à autre chose, de voir autre chose, etc. Donc on va pas suivre. Alors, c'est rare, hein. Il y en a qui suivent. Par exemple, les lecteurs de Jean-François Parrot étaient extrêmement fidèles. C'est assez fou. Mon agent actuel, qui était mon éditrice chez Jean-Claude Lattès, c'est Isabelle Lafont, qui est une très grande dame de l'édition. Et elle me racontait, puisqu'elle était l'éditrice de Parrot chez Lattès, elle me racontait qu'en fait, Jean-François Parrot, c'était pas un méga gros vendeur. Enfin, toute proportion gardée. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui vendait 100 000 exemplaires de ses livres. Il vendait en grand format 60 000 exemplaires, ce qui est très 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 bien. Hein. De nos jours, quelqu'un qui vend à chaque fois 60 000 exemplaires de tous ces grands formats, c'est un best-seller absolu et c'est du pain béni pour une maison d'édition. Mais enfin voilà, c'est pas des chiffres faramineux, mais ça ne bougeait pas. C'est-à-dire, ça ne montait pas, mais ça ne baissait pas. Il avait son public de fidèles, il n'en gagnait pas plus, mais il n'en perdait pas. C'est-à-dire que les gens lui achetaient tous ses livres, toutes les aventures de Nicolas Le Floch. Mais à quelques exceptions près comme ça, de temps en temps, on va faire des infidélités et puis on peut louper un numéro de la série parfois. Donc ça, c'est du côté du lecteur, la série récurrente. Du côté de l'auteur, l'avantage, c'est, alors, la fidélisation du lecteur. Parce que si vous avez réussi votre coup, c'est-à-dire que vous avez créé un personnage qui est attachant, que vous avez trouvé une époque qui est intéressante, et bien du coup, vous allez avoir des lecteurs qui vont adhérer et qui vont être, voilà, comme les lecteurs de Parrot fidèles et qui vont vous suivre. Et ça, pour un auteur, c'est quand même très agréable de savoir qu'il y a des lecteurs qui attendent après ces livres. Soyons dans le réel et parlons concrètement. Ça vous apporte aussi la confiance de votre éditeur, ce qui n'est pas négligeable quand on est auteur, d'avoir du coup un éditeur qui est très content de voir que vous avez un lectorat et que du coup vous allez être suivi. Et cette relation, j'y reviendrai quand on parlera je compte vous parler après de comment se construit vraiment un roman. C'est-à-dire, voilà, quand on remet son manuscrit à l'éditeur, le travail n'est pas totalement fini. On remet après l'ouvrage sur le métier, je vous expliquerai comment tout ça se passe. Ben, c'est quand même intéressant, effectivement, d'avoir cette relation de confiance avec son éditeur. Et la série récurrente permet d'avoir ça. Parce qu'au bout d'un moment, on achète un Nicolas Le Floch, et puis, à la limite, on a oublié le titre, on achète un Bureau des affaires occultes, et puis, à la limite, on ne sait plus quel est le titre, et si c'est le tome 4 ou le tome 5, voilà. L'autre avantage du point de vue de l'auteur d'une série récurrente, et quand je vais revenir sur le travail préparatoire, vous allez comprendre que c'est quand même pas un avantage négligeable pour l'auteur, c'est la rentabilisation de la documentation. Parce que, et j'y reviendrai tout à l'heure, écrire du polar historique, si on veut le faire sérieusement, c'est pas un travail de feignant. Voilà. On peut très bien écrire du polar historique sans se documenter, ou du roman historique sans se documenter, mais dans ce cas-là, ça dérive très vite sur de la fantaisie, c'est autre chose, c'est pas en réalité vraiment du roman historique. Les gens qui font ça, qui essaient de faire ça sérieusement, ça demande un gros travail préparatoire, et il faut pas être feignant, il faut aimer beaucoup lire, il faut aimer apprendre beaucoup de choses, il faut aimer beaucoup l'histoire. Mais je reviendrai sur tout ça. Donc, quand vous avez beaucoup investi pour vous familiariser avec une période, pour vraiment la connaître intimement, parce que je reviendrai là-dessus sur l'idée que pour bien reconstituer une période, il faut vraiment l'avoir vraiment bien assimilée et avoir fait un travail en amont. Vous avez envie quand même de rentabiliser un peu cette documentation. Puis d'abord, c'est une question de temps. Vous ne pouvez pas tous les ans refaire une telle documentation. Je parlerai par exemple du Bureau des affaires occultes et je vous expliquerai quel a été le travail en amont qui a été fait avant même d'avoir écrit la première phrase du premier volume. Donc ça, c'est quand même un avantage. Vous partez sur une série, donc votre documentation pour une période donnée, elle va vous servir pour plusieurs romans. Ça ne va pas être tout à remiser après avoir écrit un premier livre. Et il y a quand même des inconvénients du point de vue de l'auteur. Le premier des inconvénients, c'est le même que pour le lecteur, c'est-à-dire l'ennui et la lassitude. C'est-à-dire qu'à un moment, et on rejoint là du coup
le fameux syndrome Sherlock Holmes, où à un moment Conan Doyle il en a marre d'écrire des Sherlock Holmes. En plus, pour lui, c'était plutôt son œuvre mineure pour s'amuser, mais c'était pas ses romans sérieux, selon lui. Et donc, du coup, il en avait marre. À un moment, il le trucide, son Sherlock Holmes, parce qu'il en a ras-le-bol. Et les lecteurs lui réclament à corps et à cri le retour de Sherlock Holmes, il est obligé de le reprendre. Alors, il peut y avoir ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, surtout si vous créez une série qui a du succès, bah, vous allez avoir à la fois la pression, plutôt la pression bienveillante de vos lecteurs, qui vous disent mais quand est-ce que vient le prochain? Vous avez à peine sorti un livre de la série que lors des premières signatures, les lecteurs vous disent alors le prochain c'est pour quand? Je viens à peine de finir. Voilà, ça fait à la fois très plaisir, mais du coup on sent cette douce pression. Et puis vous avez aussi, là, ne nous le cachons pas non plus, la pression de votre éditeur, qui, à partir du moment où ça marche, serait très content que vous sortiez tous les ans le même livre, dans la même série. Voilà. Et donc, ça, au bout d'un moment, voilà, on a envie de rompre ça quand on est un auteur, et c'est rare les auteurs qui sont très contents de se renfermer dans une série qui n'écrivent que ça. Alors, il y en a quelques-uns, encore une fois, Jean-François Parot, lui, il écrivait ses niveaux à la flop, point. Mais on peut avoir envie de faire beaucoup d'autres choses, et donc, à un moment donné, voilà, cette lassitude que le lecteur peut éprouver, l'auteur aussi peut l'éprouver. Donc voilà un des premiers points importants que je voulais poser presque en préambule. Voilà, voir un peu comment est apparu le polar historique, à quoi il correspond, puis ses principales caractéristiques, pour bien comprendre après comment on essaye d'en fabriquer. Alors, justement, avant de vous expliquer moi comment j'en fais, il faut que je vous explique comment j'ai eu l'idée d'écrire des polars historiques. D'abord, un goût pour l'histoire. C'est impossible de se lancer là-dedans si on n'aime pas l'histoire. Moi, j'adore l'histoire depuis très petit. Hein. J'ai eu la chance d'avoir à l'école primaire des institutrices qui m'ont vraiment donné le goût de l'histoire. Ça a été vraiment une chance parce que j'ai traversé l'école primaire avec vraiment des institutrices qui étaient passionnées par l'histoire et qui nous ont donné ce goût-là. Et moi, je me souviens, j'ai conservé très longtemps, jusqu'à j'avais presque presque 40 ans, j'avais encore tous mes livres d'histoire de l'école primaire. Et je me souviens qu'à l'école primaire, je lisais ça comme des romans, j'adorais ça. Je lisais mes livres d'histoire comme je lisais des romans. Et il se trouve que je me suis intéressé aussi à l'histoire d'un point de vue... Alors, je n'ai pas du tout une formation d'historien, comme ça vous avez été dit. J'ai d'abord une formation de pharmacien, puis après une formation de juriste. Mais il se trouve que, à côté de ma discipline qui est donc le droit pharmaceutique, j'ai été amené à enseigner l'histoire en faculté de pharmacie très tôt, parce qu'il y a un cours d'histoire de la pharmacie et d'histoire de la médecine en première année. Alors au début en première année de pharmacie, puis maintenant c'est une première année commune à toutes les professions de santé. Donc ça fait 30 ans en fait que j'enseigne l'histoire en faculté. Plus tard en 4e année, je fais des cours spécifiques d'histoire de la pharmacie et je dirige aussi un musée d'histoire de la pharmacie dans la fac où j'enseigne. Et j'ai adhéré assez tôt à la Société d'histoire de la pharmacie. Et donc la recherche historique, recouper des sources, aller chercher des archives, etc., c'est venu finalement assez tôt à travers l'histoire de la pharmacie. Donc l'histoire, elle a toujours été là, et puis du coup, un jour, je me suis dit, mais ne connaissant personne dans le milieu de l'édition, moi je suis d'une famille où c'est une famille de gros lecteurs. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont donné le goût de la lecture et surtout qui nous ont fait un cadeau extraordinaire à mes 2 frères et à moi, c'est de nous dire un jeu, quand on était tout petit, de nous dire on ne vous refusera jamais l'achat d'un livre. Mes parents nous avaient fait cette promesse et ils l'ont toujours tenue, ils nous ont jamais refusé l'achat d'un livre. Donc c'était formidable parce que quand on rentrait dans une librairie, pour nous c'était la caverne d'Ali Baba. Hein. On savait que s'il y avait un livre qui nous plaisait, nos parents nous l'achèteraient. Donc on est devenus 3 gros lecteurs et sur les 3 frères, on est 2 écrivains édités, publiés, alors qu'on ne connaissait personne dans l'édition. Donc, mon frère Michel comme moi, on a commencé à envoyer nos livres par la poste. Hein. On ne savait pas faire autrement. Et donc, du coup, comme je ne connaissais personne dans le milieu de l'édition, j'écris depuis tout jeune. Hein. J'ai écrit mon premier manuscrit à 15 ans, le
premiers livres que j'envoyais par la poste chez des éditeurs, j'avais 18 ans. Ce n'était pas des polars, c'était des romans de littérature générale. Et du coup, quelques années plus tard, quand je me suis remis à l'écriture, enfin quand je me suis remis à vouloir éditer ce que j'écrivais, parce que j'ai toujours écrit pendant toutes mes études, pendant le début de ma carrière universitaire, j'écrivais, mais pendant très longtemps, je n'ai plus écrit de romans parce que j'avais plus le temps, donc j'écrivais des nouvelles. D'ailleurs, j'ai été édité pour la première fois en 2005 avec des recueils de nouvelles chez des tout petits éditeurs. À un moment donné, je me suis dit, j'ai retrouvé ma carrière universitaire, elle s'est stabilisée, et je me suis dit, j'ai envie de me remettre à écrire du roman, parce que la nouvelle, ça me plaisait, mais ça ne faisait pas le tour de ce que j'avais envie de faire en écriture. Et donc, du coup, je me suis interrogé, j'avais un peu plus du coup de bouteilles que quand j'avais 15-18 ans, et je me suis dit, mais finalement, quel est le genre, dans quel genre littéraire tu vas pouvoir écrire alors que tu as des goûts très éclectiques et que tu peux écrire un peu dans plein de genres littéraires. J'avais fait de la nouvelle littéraire, mes premiers manuscrits c'était des manuscrits de romans de littérature générale, un peu onirique, etc. Et je me suis dit, finalement, il y a un genre qui est très populaire où on se fout un peu du nom de l'auteur, s'il a des relations ou pas, c'est le polar. Donc ça doit être plus facile d'être édité si on a un nom inconnu en écrivant du polar. C'était une réflexion que je m'étais faite. Et deuxièmement, toi, quels sont tes atouts éventuels par rapport à d'autres? C'est d'avoir à la fois une culture scientifique et puis de bien connaître l'histoire, la recherche historique, etc. Essaye de faire du polar historique. De toute façon, ça te fera plaisir parce que c'est des choses que tu aimes lire. Et peut-être que tu auras une chance d'être plus facilement remarqué. Et du coup, à l'époque, je lisais Jean-François Parrot, je lisais Jean Daillon, je lisais tous ces auteurs de polar historique français. Donc il y en a bien d'autres, certains romans d'Henri Lovenbruck, les romans de Duchon Doris, etc. Ceux qui connaissent, il y avait des noms d'auteurs, des romans de Claude Isner, des noms d'auteurs de romans policiers historiques français. Et du coup, je me suis mis à écrire donc, des polars historiques. En parallèle, j'écrivais d'autres choses aussi, mais j'en viens maintenant à cette écriture atelière qui est le polar historique. Donc, mode d'emploi d'écriture du polar historique. La première chose, évidemment, à faire, en tout cas pour moi, la première chose que je fais lorsque je vais écrire un polar historique, c'est de choisir une époque. C'est évidemment essentiel. Il faut à la fois avoir du goût pour cette époque, parce qu'on va s'immerger dedans vraiment intimement. Donc, il faut que ça corresponde à vos goûts personnels, aussi un peu de vos connaissances personnelles, parce que c'est compliqué quand même d'écrire sur une époque dont on ne connaît rien au départ, de choisir de se lancer dans une époque dont on ne connaît rien. Donc, au départ, il y a ça. La deuxième chose, en fait, c'est le potentiel romanesque d'une époque. Et elles ne sont pas toutes équivalentes de ce point de vue-là. Le potentiel romanesque, il peut tenir à plusieurs choses. Il peut tenir à la richesse des événements, des événements historiques, à l'existence de conflits, contexte politique, social un peu complexe. Donc ça, c'est évidemment important parce que ça va vous donner du grain à moudre. Et moi, personnellement, en fait, j'aime beaucoup les périodes en fait, de transition. J'aime bien en fait placer mes romans dans des périodes qui sont en réalité pas trop connues du grand public. Mais les périodes de transition sont souvent intéressantes parce que c'est là que les choses se mettent en place. C'est pour ça que les premiers polars historiques que j'ai faits, c'était donc une trilogie qui se passe à la Renaissance. Donc c'est la trilogie d'Héloïse d'Apothicaire avec Paillard, le crime d'Amboise, le piège de verre et disparu de l'Hôtel-Dieu. Et en fait, évidemment, la Renaissance, c'est une période très connue. Mais j'avais fait exprès justement, parce que quand on parle Renaissance en France, on pense tout de suite François Ier en général. Et moi, justement, je m'étais dit, mais en fait, non, la Renaissance en France, elle commence avec Charles VIII. La première campagne d'Italie, c'est Charles VIII, le premier roi français qui va ramener des artistes italiens en France, des jardiniers, des architectes, qui va transformer le château d'Amboise en château Renaissance, c'est Charles VIII. Et donc je m'étais dit, voilà, c'est comme ça que j'avais bâti ma trilogie, je vais faire une trilogie qui va se passer à la Renaissance, mais dans chaque tome, ça va être un des rois français de la Renaissance. Donc le premier tome avec Charles VIII, le deuxième avec Louis XII, et seulement le troisième avec François Ier et Marignan. Donc, la période de transition, voilà, c'est cette période qui est un peu avant ce qui est très connu. Voilà. Donc, ça avait été le choix pour cette trilogie. Après, ça peut être aussi un constat. Par exemple,
pour ma deuxième série historique qui là se fait, c'est un diptyque qui se passe à l'époque mérovingienne, à l'époque des petits-fils de Clovis. C'est les Francs royaumes avec le premier par 2 fois tu mourras et le deuxième la fureur de Frédégonde. Là, ce qui m'avait frappé, souvenir justement de ces cours passionnants d'histoire à l'école primaire, je me disais mais c'est quand même fou à l'école primaire quand on nous apprenait cette période-là, on passait directement de Clovis à Charlemagne. Mais directement, sans aucune transition. Comme si Charlemagne, c'était le fils ou petit-fils de Clovis, quoi, grosso modo. Et tout d'un coup, je regarde ça et je me dis, mais quand même, il manque 300 ans. On saute 300 ans d'histoire, quoi. Et ces 300 ans d'histoire, on connaît juste quelques noms. Voilà, Dagobert, on connaît juste Dagobert parce qu'il y a la chanson, sinon personne ne connaîtrait Dagobert. Je me dis, c'est quand même fou parce qu'il a dû se passer des choses pendant ces 300 ans. Là. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a attiré, parce que je me dis, c'est une période de transition, la période des Mérovingiens. C'est la transition justement entre la période antique et puis on bascule après dans le Moyen-Âge, c'est la période du Haut Moyen-Âge. Je me suis dit, c'est quand même fou parce que c'est quand même la période où se met en place le pouvoir temporel de l'Église, où se créent les ordres monastiques, où les évêques prennent le pouvoir dans les cités. C'est le moment où naît la noblesse. Chez les Francs, il n'y a pas de nobles. Il y a des chefs de guerre, etc. Et c'est du fait de l'affaiblissement des rois mérovingiens que les comtes, qui étaient les représentants du roi dans les villes, ou les ducs, qui étaient des chefs de guerre chez les Francs, les dux, vont devenir des nobles. C'est parce qu'il y a eu l'affaiblissement du pouvoir royal mérovingien. Et puis en plus, c'est une période, toute cette période-là, où on va avoir concomitamment, dans la Francia, qui ne s'appelle plus la Gaule, on va se retrouver avec 3 civilisations très différentes. Parce qu'en fait, les Francs, effectivement, sont chrétiens depuis Clovis, donc les rois francs sont chrétiens. Mais en réalité, le peuple franc, eux, ça reste des Germains, des gens d'outre-Rhin. Les dieux des Francs, du franc moyen, si j'ose dire, c'était le dieu suprême, c'était Wotan, Odin, c'était le Valhalla, c'était pas Jésus-Christ et le dieu des catholiques, pas du tout. C'est des raisons politiques qui ont amené les rois francs à se convertir au christianisme. Donc, et puis en plus, on a des fausses représentations. Moi, j'avais une fausse représentation de Clovis, par exemple. Quand Clovis bat les Visigoths, il les bat au nom de l'Empire romain. Et il est fait consul, il revêt la pourpre consulaire. C'est pas un roi barbare. Moi, j'avais l'impression, quand je ramenais mes souvenirs de mes cours d'histoire, même du collège, c'est voilà, Clovis c'était un roi barbare, le roi des Francs, les Francs avaient envahi la Gaule, etc. Et puis quand vous commencez à fouiller un peu l'histoire, vous vous rendez compte, non, c'est pas du tout ça. En réalité, les Francs n'ont pas du tout envahi la Gaule, ils étaient présents, c'est les Romains qui leur ont demandé de garder les frontières. Et puis Clovis, c'est pas du tout un roi barbare, il est bien dans le monde civilisé romain, évidemment décadent. Et quand il bat les Visigoths, il est fait consul de Rome. Bon, voilà. Et donc, du coup, je me disais, c'est quand même fou, ça. Et, par exemple, à l'époque des petits-fils de Clovis, période à laquelle se situent les Francs royaux, il y avait à peu près 150 000 francs en Gaule, selon les historiens, pour 9 millions de Gaulois. Le peuple, c'est des Gaulois. Et donc, c'est très intéressant, parce que à cette période-là, par exemple, il y avait concomitamment, donc en Gaule, les Francs, qui, pour l'essentiel, étaient donc des Germains, et qui donc pratiquaient les runes divinatoires, etc., des choses que, évidemment, l'Église catholique ne voulait pas du tout voir. On avait des Gaulois qui étaient des Celtes. Dans la Gaule, à l'époque, il y avait des pierres levées partout. C'est Charlemagne qui va les faire tout abattre sur l'ensemble du territoire, sauf en Bretagne, parce que comme les Francs n'ont jamais eu vraiment la mainmise sur la Bretagne, il a été obligé de les laisser en Bretagne. Mais sinon, partout, il y avait des pierres levées. Et à côté donc de ces Celtes, de ces Germains, eh ben, on avait le pouvoir catholique qui commençait à s'affirmer, le pouvoir temporel de l'Église, à travers les monastères qui se créaient à cette époque-là, et puis les évêques. Quand vous découvrez ça, vous avez envie de faire de ça l'arrière-plan de vos romans, pour pouvoir permettre au grand public de découvrir cette période-là, cette richesse de culture, et puis les personnages historiques importants. Parce que ça, c'est l'un autre des critères de choix lorsque vous allez choisir une période, c'est l'intérêt des personnages historiques. C'est-à-dire que vous allez aussi chercher une période dans laquelle vous avez des personnages historiques forts qui vont intéresser vos lecteurs, qui vont interpeller vos lecteurs, dont vous allez avoir, vous, envie de les faire revivre, de les faire échanger avec vos personnages de fiction, et puis vous avez envie que le lecteur
prennent plaisir à les voir revivre ces grands personnages. Et alors, de ce point de vue-là, moi, j'aime bien souvent m'emparer de personnages qui correspondent un peu à des images d'Épinal. C'est-à-dire, en fait, des personnages dont le grand public a une vague réminiscence à travers quelques images d'Épinal, mais dont finalement on ne connaît pas grand-chose du détail de la vie, même des actions, etc. Donc, par exemple, je l'avais fait avec, quand je me suis intéressé à la Renaissance, j'ai pris le Chevalier Bayard. Le Chevalier Bayard, c'est typiquement le genre de personnage historique moi, que j'aime mettre en scène pour mes romans, parce que c'est un personnage dont le nom est connu d'à peu près tout le monde. Quand on dit Chevalier Bayard, ah oui, Chevalier sans peur et sans reproche, on voit grosso modo, on a quelques images, éventuellement les plus érudits se souviendront, ah oui, celui qui aurait armé François Ier sur le champ de bataille de Marignan, ou qui défend un pont tout seul contre des Espagnols. Bon, voilà. Mais à part ces 2-3 images d'Épinal, on connaît, le grand public et moi-même, avant de me plonger dans sa vie, on ne connaît pas grand-chose de la vraie vie du Chevalier Bayard. Et ça, c'est très intéressant d'avoir un personnage dont tout le monde connaît le nom, qui va être tout de suite évocateur pour le grand public, mais dont vous allez permettre de découvrir le détail de la vie. J'avais fait la même chose avec les Francs-Royaumes qui se passent au moment des Mérovingiens, avec des reines comme Frédégonde et Brunehilde. Brunehilde, c'est cette reine, là, moi ça m'avait marqué quand j'étais justement enfant, je voyais encore l'image dans mon livre d'histoire, cette vieille reine attachée par sa queue de cheval à un cheval justement à la crinière, enfin la queue d'un cheval qu'on lance au galop sur les chemins et qui est déchiquetée sur les chemins. Là, ça va, des images qui marquent. Et quand vous découvrez qu'effectivement ces reines-là, Brunehilde, Frédégonde, c'est des personnages extraordinaires, des vrais personnages de roman, la neige et le feu, quoi, la glace et le feu, des personnes qui ont réussi à conserver le pouvoir dans un monde d'hommes où le pouvoir appartenait aux hommes, qui ont réussi à le conserver pendant 40 ans en étant régente. Brunehilde, par exemple, elle était régente de ses fils, régente de ses petits-fils, régente de ses arrière-petits-fils. Et si elle n'était pas morte justement attachée à la queue d'un cheval, on ne sait pas jusqu'où elle serait allée. Bon, c'est assez extraordinaire. Et donc du coup, pour la trilogie, pour la série du Bureau des Affaires Occultes, qui ne sera pas qu'une trilogie, puisque le 4e tome va apparaître là au mois de mai, là j'avais le même type de personnage avec Vidocq. Vidocq, c'est un personnage pareil. Quand vous dites le nom de Vidocq, ça, pour la majorité des gens, même des jeunes, ça évoque des choses. Alors les plus anciens se souviendront du feuilleton avec Claude Brasseur, voire les encore plus anciens avec Bernard Noël, qui était encore avant. Mais voilà, on a tout de suite l'image d'un type en haute forme, ça évoque une époque, ça évoque une période, mais en réalité, le grand public connaît assez peu de détails de sa vie, et c'est pourtant quelqu'un effectivement d'extraordinaire, parce qu'effectivement ça a été vraiment un ancien bagnard qui est devenu chef de la sûreté, qui a effectivement obtenu de très très bons résultats à la tête de la sûreté, qui après avoir quitté la sûreté a inventé la première en fait officine de détective privé en France. Donc c'est assez passionnant. Et donc quand vous avez des personnages comme ça, c'est vraiment intéressant pour construire des romans historiques. Donc là, voilà ce qui fait le premier choix décisif à faire, le choix d'une période. Donc ça va être la densité de cette période-là, la possibilité de conflits, de choses tendues, et puis des personnages intéressants, une période où des choses se mettent en place qui vont faire écho après. Donc une fois que vous avez trouvé une belle période comme ça, vous allez pouvoir vous lancer. Vous lancer dans quoi ? Pas dans l'écriture, ça serait trop beau, ça serait bien. Vous lancez en fait dans la documentation. Alors je vais en venir à la documentation. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas être feignant quand on veut écrire. Je suis la consolation de tous les parents inquiets quand ils voient leurs enfants, surtout leurs garçons. Je trouve que c'est très garçon. Il ne faudrait pas le dire, c'est genré de dire ça. Mais c'est un peu quand même quelque chose que j'ai souvent constaté. On a les garçons à 17-18 ans, on a un peu un poil dans la main, on papillonne, il y a plein de trucs qui nous intéressent, le sport, les petites copines, voilà, plein de choses. Moi, c'était la poésie, la littérature et tout. Puis les études, si on a le temps, on va jeter un coup d'œil. Bon, tous ne sont pas comme ça, je ne fais pas des généralités. Mais voilà, ça peut arriver. Et moi, je suis un peu la consolation parce qu'à 18 ans, moi, j'étais un glandu, pas possible. Je devais faire le désespoir de mes parents qui devaient se dire, mais est-ce qu'il va arriver à faire quelque chose ? Alors, il se trouve que j'avais des facilités, notamment dans toutes les matières littéraires, mais j'étais malheureusement à une époque où, quand on était bon élève, il fallait faire un bac C, un bac mathématique.
même si on n'était pas bon en maths et qu'on n'aimait pas ça. Donc je me suis retrouvé à faire un bac C, parce que j'étais un paresseux, mais j'étais un fils obéissant. Mes parents m'avaient dit, tu fais un bac C, c'est ça qui ne te fermera pas de porte, donc vas-y, tu fais ton bac. Bon, et donc j'ai eu mon bac avec tout, sauf avec les maths, parce que j'ai fait un pass sur les maths en terminale, j'ai pas ouvert mon livre de maths de toute la terminale, mais j'ai quand même eu mon bac. Et voilà, je glandouillais jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il faut que tu arrêtes de glander, il faut que tu aies un concours, et du coup, j'ai eu le concours pharmacie. Puis après, j'ai fait des très longues études. Si on m'avait dit qu'à 18 ans que je passerais mon dernier examen, à 33 ans, j'aurais fui, j'aurais couru, et on ne m'aurait pas rattrapé depuis. Et tant mieux, parce que ça m'a donné l'habitude de travailler, d'étudier, etc. Ça m'a donné le goût de l'étude. Et effectivement, quand on écrit du roman historique, il ne faut pas être feignant, parce que le seul moyen d'être crédible et de rendre compte d'une époque sans faire un cours, en rendant les choses le plus digeste possible pour que ce soit finalement imperceptible pour le lecteur, que juste il se rende compte qu'il a l'impression effectivement d'être totalement immergé dans l'époque, c'est le seul moyen pour y arriver, c'est d'avoir vraiment digéré suffisamment sa documentation pour pouvoir la restituer de façon très très fluide. Et ne pas tout restituer, évidemment. Restituer juste le juste dosage qui va permettre de reconstituer une époque. Donc ça passe par un gros travail de documentation. Alors pour les exemples que je vais prendre, je vais un peu me baser sur ce que j'ai fait pour le Bureau des Affaires occultes. Donc lorsque j'ai repéré que cette période du règne de Louis-Philippe, c'était une période justement de transition intéressante. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce que je recherche avant de faire un roman historique. Donc ça, je l'avais repéré. Au départ, ce qui m'a attiré sur cette période-là, c'est donc deux choses. Premièrement, le personnage de Vidocq, pour toutes les raisons que je vous ai dit avant. Deuxièmement, parce que c'était une époque justement de transition qui correspondait à un changement au niveau de la police, parce que justement au moment du règne de Louis-Philippe, c'est le moment où on passe justement de la police de Vidocq, qui était la police des mouchards, la police du flagrant délit. On avait été prendre un ancien bagnard, parce que comme il connaissait bien le milieu de la pègre, il pouvait l'infiltrer, être au courant des coups qui se montaient et prendre des gens en flagrant délit. Et il a eu des très très bons résultats. Mais au moment du début du règne de Louis-Philippe, on se dit que ça doit être possible quand même de faire de la bonne police avec des gens honnêtes, des gens intègres. Et donc on bascule, et il se trouve qu'à ce moment-là correspond aussi un essor des sciences. C'est le moment de la révolution industrielle. Sur quelques 20-30 ans, on va avoir des découvertes dans tous les domaines. Médecine, pharmacie, chimie, des inventions technologiques. C'est une période où, encore une fois, sur 25-30 ans, on invente le chemin de fer, la machine à vapeur, la photographie, etc. Bon. Donc c'est absolument formidable de ce point de vue-là. Donc ça a été ce qui m'a fait m'attirer à ce qui a fait que cette période m'attire, ça a été ça. Ça a été changement au niveau de la police, on bascule de la police du flagrant délit à la police de la preuve. Parce que justement, tous ces progrès scientifiques vont permettre de faire progresser la médecine légale. Et le premier grand traité de médecine légale qui va faire autorité en France et à partir duquel on va vraiment pouvoir faire des vraies autopsies au sens moderne du terme, c'est le traité du docteur Orfila qui paraît justement en 1830 au moment de l'accession au pouvoir de Louis-Philippe. Donc là, je m'étais dit, tiens, j'ai une période vraiment intéressante parce que voilà, au niveau de la police, justement, c'est une période vraiment intéressante, changement dans l'approche de la police. Et c'est une période aussi où, assez paradoxalement, alors que la science est très mise en avant, parce qu'il y a beaucoup de découvertes, beaucoup d'inventions, c'est un moment de retour vers l'occulte, l'inexplicable, l'irrationnel, comme si justement, à chaque fois que la science est sur le devant de la scène, comme l'homme n'est pas qu'un cerveau qu'il a besoin d'avancer sur ses deux pieds, il lui faut de l'irrationnel. On a bien vécu ça à la période du Covid. On avait à la fois des discours très scientifiques, mais des discours rien moins que scientifiques dans les médias, etc. Mais c'est normal, toutes les grandes périodes de l'histoire où la science est très mise en avant, vous avez un autre discours irrationnel, etc., qui s'impose. Et là, c'était ce qui se passait au moment du règne de Louis-Philippe, puisque c'est un moment où on commence à s'intéresser à l'hypnose vraiment de façon importante, où on va commencer à faire tourner les tables, c'est le début du spiritisme à cette période-là. C'est aussi le moment des paradis artificiels, dont va parler Baudelaire, les clubs des Achichines, que fréquentaient des artistes comme effectivement Baudelaire, Théophile Gautier, Géricault, le peintre Géricault, etc. C'est le début de l'orientalisme, donc conquête d'Algérie, on commence à s'intéresser au Moyen-Orient, à l'Orient, etc. Donc tout ça m'a attiré vers cette période-là. Mais une fois que vous êtes attiré, il faut donc vous documenter.
Donc moi, ma documentation, elle se fait, c'est la technique en fait de l'entonnoir. Donc je commence par balayer très large. Donc une fois que je m'étais dit, tiens, la période de Louis-Philippe, voilà, cette monarchie de Juillet, c'est une période intéressante, je commence à lire en général 5-6 ouvrages d'historiens sur la période. Alors j'essaie de choisir 2 ou 3 ouvrages d'historiens actuels, modernes, et 2 ou 3 ouvrages d'historiens anciens. Par exemple, historiens du 19e, de la fin du 19e, pour ce qui intéresse cette période-là. Ça permet d'avoir différents éclairages. Et donc la lecture de ces ouvrages-là va me permettre de repérer 2 éléments importants dont je vous ai déjà parlé pour les aspects historiques des romans. C'est repérer les événements historiques importants de la période, dont je vais vouloir rendre compte dans mes différents romans, et repérer les personnages historiques ayant réellement existé qui ont un potentiel romanesque, et que du coup je vais avoir envie de mettre en scène, que ce soit des artistes comme Théophile Gautier, Georges Sand, ou que ce soit des scientifiques comme Pelletier, le professeur Pelletier, que je mets en scène dans les différents tomes du Bureau des Affaires Occultes. Une fois que j'ai fait ce travail-là, l'étape suivante, ça va être de lire de nouveau des ouvrages historiens, mais cette fois des biographies. Je vais aller lire des biographies des personnages historiques que j'ai repérés et dont je vais devoir rendre compte. Donc, par exemple, avant d'attaquer le premier livre du Bureau des Affaires Occultes, j'ai lu 3 ou 4 biographies de Louis-Philippe, 2 ou 3 biographies de Vidocq, etc. Donc ça, c'est le fond de la documentation. C'est ce qui va vous permettre de commencer à vous rendre compte des différentes intrigues, des différents événements qui vont vous servir d'arrière-fond à vos enquêtes à vous, à vos intrigues à vous. Après arrive ce que j'appelle la documentation plus technique, donc on resserre un peu l'entonnoir. C'est toute la documentation qui va vous permettre de faire revivre la vie quotidienne de l'époque. Donc comment les gens se divertissaient, comment ils mangeaient, comment ils se déplaçaient, où est-ce qu'ils achetaient tel ou tel produit, si on voulait acheter une canne de qualité ou un chapeau de qualité, où est-ce qu'on allait, voilà, quels étaient les restaurants chics, qu'est-ce qu'on y mangeait, bon, toutes ces choses-là. Donc ça se fait à la fois en lisant des ouvrages d'historiens, mais plus spécifiques, ou alors en allant chercher des articles dans des revues d'histoire, donc des choses un peu plus spécifiques, et puis ça peut aussi se faire en allant commencer à farfouiller dans quelques documents d'archives. Heureusement, pour le romancier d'aujourd'hui, on n'est pas à l'époque de Maurice Druon quand il écrivait Les Rois Maudits, où il avait toute une escouade de documentalistes qui travaillaient pour lui, parce que c'était absolument nécessaire, parce que tout était dans les archives, il fallait se déplacer dans les archives. Nous, on a la chance, à l'ère d'Internet, que beaucoup de documents historiques d'archives sont aujourd'hui numérisés. Donc aujourd'hui, vous avez énormément de choses qui sont des documents princeps, mais qui sont entièrement numérisés. Donc par exemple, pour le Bureau des Affaires Occultes, j'ai trouvé des plans de Paris de l'époque, de 1830, qui sont entièrement numérisés, donc c'est très pratique, si vous pouvez les agrandir, etc. Vous trouvez des gravures d'époque. J'avais besoin, par exemple, de décrire la préfecture de police, rue de Jérusalem, qui est une rue qui n'existe plus, le bâtiment n'existe plus non plus, il est incorporé maintenant derrière le quai des Orfèvres. Et donc, du coup, je me suis rendu au musée de la préfecture de police de Paris, où là vous avez des gravures effectivement qui représentent l'entrée de la préfecture de police, l'entrée de la rue de Jérusalem à l'époque de Louis-Philippe, et ça vous permet de décrire ça de façon correcte dans vos livres. Donc on resserre là la documentation plus technique, et puis après, donc ça j'allais dire ça vous fait votre documentation de fond pour toute la série. Et ça c'est le travail que j'ai fait 1 an, dans l'année qui a précédé l'écriture du premier livre du Bureau des Affaires Occultes. Ça m'a pris à peu près 1 an de faire tout ça. Parce que, évidemment, à côté de ça, je fais des fiches. Il y a un travail de fiches. Je mets en fiche la documentation, etc. Tout ce que je note qui me paraît intéressant et dont je pressens que ça va me servir, etc. Je mets ça sous forme de fiches. Assez curieusement, d'ailleurs, on me demande des fois, est-ce que vous écrivez à l'ordinateur, etc. Tout le travail préparatoire que je fais, je vais vous parler des autres étapes après, je le fais toujours à la main. Ça ne me viendrait pas l'idée de le faire sur l'ordinateur. Donc toutes mes fiches sont faites à la main, les plans que je fais sont faits à la main, etc. Par contre, évidemment, je dis évidemment non. Par contre, j'écris le roman sur ordinateur. L'avantage de l'ordinateur, c'est que vous avez toujours un texte propre, et puis que voilà, vous pouvez revenir en arrière facilement, corriger facilement. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique que de raturer ou de mettre du blanc. Donc aujourd'hui, j'écris toujours mes romans à l'ordinateur, mais le travail préparatoire, c'est sous forme de fiche. Donc là, j'avais la documentation de fond. Après arrive une documentation plus contextuelle, qui est celle que vous faites avant chaque roman.
Donc une fois que vous avez votre documentation de fond sur la période, dans chaque roman, je vais évoquer quelque chose de particulier. Ça peut être l'hypnose dans tel livre, ça peut être la bataille de Marignan dans tel autre, la campagne de François Ier en Italie, la première campagne de François Ier en Italie. Donc là, vous allez refaire une documentation plus précise sur ce point d'histoire plus particulier. Et là, de nouveau, vous allez aller chercher des livres d'historiens traitant de ce point particulier, des documents d'archives traitant du point particulier dont vous voulez parler. Cette documentation, elle doit être transparente pour le lecteur. C'est-à-dire que du coup, elle doit être vraiment, et pour qu'elle soit transparente pour le lecteur, il faut qu'elle soit vraiment assimilée, complètement assimilée, pour que vous puissiez la faire transparaître, la glisser dans le roman de façon fluide, et que ça ne soit pas un obstacle, mais que ce soit au contraire une aide au lecteur pour s'immerger dans l'univers. Par exemple, beaucoup de lecteurs du Bureau des Affaires Occultes m'ont fait remarquer qu'ils avaient l'impression d'y être, que l'évocation de ce Paris de 1830, ça leur parlait, qu'ils avaient l'impression d'être dans ces rues étroites, ces impasses, etc. C'est un livre qui a beaucoup plu aux gens d'image. On a eu beaucoup de demandes de maisons de production, d'acteurs, de producteurs qui voulaient acheter les droits. Et pareil, on disait, j'ai l'impression d'y être, il n'y a plus qu'à filmer, etc. Et en fait, par exemple, un élément que je vais vous donner, par exemple, sur les descriptions, très souvent, quand vous avez des descriptions qui vous ennuient dans un livre historique, roman policier ou autre, historique, en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait en tant que lecteur. Quand vous les analysez, vous vous rendez compte que souvent, c'est parce que ce sont des descriptions uniquement visuelles. Et en fait, ça, c'est lassant. Si on vous décrit que du visuel, c'est lassant. Et ça ne suffit pas à rendre compte d'une époque. Alors que quand vous regardez, si vous trouvez qu'à un moment vous avez un livre qui vous plaît, vous avez l'impression que vous êtes vraiment immergé dans ce passé-là et que vous avez l'impression d'y être, etc., regardez comment c'est fait, vous apercevrez souvent que la description, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire que vous avez évidemment le visuel qui vous est décrit, mais vous avez les bruits, vous avez les odeurs, vous avez même le toucher, on va vous décrire la rugosité de certaines matières, etc. Elle est multidimensionnelle. Et c'est ça et ça, vous pouvez le faire, par exemple, décrire de façon fluide, par exemple, le cri des marchands de Paris au XIXe siècle, c'était évidemment pas le même cri qu'au XVIe. Donc il faut vous documenter pour savoir ce que disait une marchande de légumes, là, je crois que c'est dans le début du deuxième, le fantôme vicaire, on commence par une marchande de laitue, etc., qui dit « à la Verderesse, à la Verderesse ». Voilà, ça, je ne vous l'inventez pas. Il faut avoir été regardé dans les documents d'archives comment une marchande de légumes haranguait la foule lorsqu'elle passait dans les rues. Donc voilà, ce travail de documentation, il doit être assimilé pour justement bien reconstituer l'époque. Et alors, quelque chose qui est très important, c'est de bien comprendre que justement, documentation ne s'oppose pas à l'imagination. En réalité, quand un auteur est feignant, souvent il a cette excuse-là de dire « Ah, mais moi, je laisse parler mon imagination, je ne veux pas que mon imagination soit bridée, donc je ne documente pas trop. » Ça, c'est une excuse pour justifier qu'on est feignant, qu'on n'a pas envie de se donner trop de mal à documenter. On peut faire des très bons romans en étant feignant. Attention, vous pouvez faire des très bons romans, mais ça ne sera pas des bons romans. La reconstitution historique ne sera pas bonne. On peut faire des très bons romans où la reconstitution historique n'est pas très bonne. Mais quand on veut faire une bonne reconstitution historique, il ne faut pas croire que ça va brider votre imagination. Au contraire, c'est source d'imagination. Il y a plein de choses il y a plein de scènes dans mes romans policiers historiques que je n'aurais pas eu l'idée, moi, d'inventer si je ne l'avais pas trouvé dans la documentation. Par exemple, le Bureau des Affaires Occultes, la fin du premier tome se passe dans des souterrains qui sont sous la place de la Concorde à Paris. Si je n'avais pas lu dans la documentation ce qui se passait de pas très convenable dans les souterrains de la place de la Concorde au lendemain de la Révolution française, je n'aurais pas eu l'idée de décrire ces scènes-là et de les situer dans ces souterrains à cet endroit-là. Pareil, à un moment dans Le disparu de l'Hôtel-Dieu, je décris comment, à l'époque, ils avaient trouvé le moyen d'arracher des carreaux d'arbalète. C'était très compliqué parce que les arbalètes étaient très perfectionnées, donc les carreaux pénétraient avec une grande force de pénétration, une grande vitesse, et en plus, on avait barbelé les pointes. Et du coup, à la Renaissance, ils ont eu beaucoup de mal au début à soigner ces plaies d'arbalète, parce que quand ils avaient bien conscience que avant d'arracher le carreau d'arbalète, il fallait écarter les nerfs et les vaisseaux pour ne pas tout arracher. Donc ils mettaient des écarteurs, et puis ils essayaient d'arracher le carreau
sauf que le problème, c'est que pour arracher le carreau, c'était comme le carreau était très profondément fiché, le temps qu'il réussisse à l'arracher, tout se remettait en place, les vaisseaux, les nerfs, et comme les pointes étaient barbelées exprès, on arrachait tout. Et en fait, en général, quand on essayait au début d'arracher les carreaux d'arbalète, les gens mouraient d'hémorragie, parce qu'on arrachait tout au moment. Et en fait, c'est dans le travail d'archives, je me suis documenté à l'époque sur la médecine, parce que je voulais rendre compte de la médecine sur les champs de bataille et de la Renaissance, donc je me suis documenté là-dessus. J'ai été consulter les archives des colloques Ambroise Paré, qui sont des colloques de chirurgie, il y a toujours des articles d'histoire dans l'histoire de la chirurgie dans ces colloques, et c'est à l'occasion d'un de ces articles que j'ai lu la description de ce qu'ils avaient inventé. En fait, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, c'est tellement drôle, parce que c'est l'application du principe de l'homéopathie à la blessure d'arbalète. L'homéopathie, c'est on soigne par les semblables. Pour vous guérir d'une maladie qui donne la fièvre, on va vous donner un produit qui normalement élève la température à dose normale, sauf qu'on vous le donne à dose diluée, etc. Je ne reviens pas sur ce qu'est le principe de l'homéopathie, mais voilà. Et donc, du coup, je me suis aperçu que c'était la même chose. Ils avaient réussi à guérir la blessure d'arbalète par les semblables. Comment ils avaient fait? En fait, comme le problématique, c'était de réussir à enlever suffisamment vite le carreau d'arbalète, ils avaient inventé un petit tuteur métallique qui venait plonger dans la blessure le long du carreau d'arbalète pour venir, il était troué à l'extrémité le tuteur métallique, donc il venait prendre la pointe du carreau d'arbalète dans l'extrémité trouée du tuteur métallique qui ressortait le long du carreau de la blessure. Et ce petit tuteur métallique, il l'attachait avec une petite cordelette à un autre carreau d'arbalète, il mettait sur une arbalète, ils écartaient tout et ils tiraient. Et du coup, le carreau s'arrachait à la même vitesse à laquelle il était rentré, et les nerfs et les vaisseaux n'avaient pas le temps de se remettre en place, et ça leur a permis comme ça de soigner les blessures d'arbalète. Ça, vous ne l'inventez pas. Ou alors, si vous l'inventez, c'est génial. Mais en réalité, moi, dès que j'ai lu cette page, je me suis dit, c'est trop drôle. Et ça c'est un détail, typiquement le détail pittoresque qu'un lecteur de polar historique, il va être content de trouver dans le livre. Voilà. Et c'est ça qui fait que votre livre va être vivant. Donc, documentation ne s'oppose pas du tout à l'imagination. Alors, les personnages, après, comment sélectionner les personnages historiques d'un roman, donc des personnages réels qui ont vraiment existé et que vous allez mettre en scène? Comme je vous l'ai dit, vous allez identifier leur potentiel romanesque. Il y a aussi des incontournables, c'est-à-dire que les rois, les reines, ceux qui sont, les dirigeants qui sont, ou les chefs de la police qui sont à la manœuvre, vous allez devoir les mettre en scène. Ils vont être absolument incontournables. Puis après, vous allez essayer de trouver des personnages suffisamment pittoresques pour en faire des personnages, entre guillemets, de romans. Alors, pour terminer, deux points. Comment concevoir son intrigue policière, et après, le plan, la question du plan, parce que souvent on me pose cette question. Donc, pour concevoir une intrigue, il y a deux écoles en fait. La première école, ça consiste à inventer une intrigue à l'avance, concevoir votre intrigue policière et venir la plaquer sur l'époque. Moi, je ne procède pas comme ça parce que souvent, du coup, l'époque ne devient qu'un prétexte, qu'un décor. Et en fait, la même intrigue, vous pourriez la mettre à n'importe quelle autre époque. Même à une époque contemporaine, ça marcherait pareil. En fait, vous plaquez artificiellement une intrigue sur une époque. Moi, très souvent, les lecteurs qui ont déjà lu certains de mes livres s'en sont rendus compte, très souvent, le plus souvent, moi, c'est l'intrigue c'est l'époque qui me dicte l'intrigue. C'est-à-dire, elle est intimement liée aux événements. Par exemple, dans Les Nuits de la peur bleue, et le 3e tome des Bureaux des Affaires occultes, l'intrigue est très étroitement liée à cette épidémie de choléra qui sévit à Paris à cette époque-là. Dans le Bureau des Affaires occultes, 1er tome, l'intrigue est très liée au procès des anciens ministres de Charles X qui a lieu à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça évite ce côté un peu artificiel de se servir de l'histoire juste comme un beau décor et voilà, d'y plaquer quelque chose. En plus, si vous faites une intrigue à l'avance, détachée de l'époque, vous courez vraiment le risque de l'anachronisme. C'est-à-dire que vous pouvez concevoir une intrigue qui en fait ne correspond pas à la façon dont les choses se passeraient à l'époque. Par exemple, vous pouvez concevoir une intrigue trop psychologique. C'est le cas du 1er tome du Bureau des Affaires occultes, une intrigue très psychologique qui serait impossible de faire à l'époque de mes mérovingiens. Hein. Ça serait totalement anachronique, parce que les gens n'allaient pas se creuser le cerveau, à se dédoubler. Voilà, c'était pas possible. On ne connaissait pas l'inconscient comme on le connaît maintenant. Voilà, pas possible.
Donc ça, c'est important. Donc il y a ces deux écoles-là. Moi, j'appartiens plutôt à la deuxième. L'histoire me dit que mon intrigue, et parfois d'ailleurs, les meurtres sont des vrais meurtres. Dans le Par deux fois tu mourras, je parle du meurtre, enfin, l'enquête porte sur le meurtre de la reine Gazvinte, qui est un vrai meurtre. Dans Bayard et le crime d'Amboise, c'est la mort de Charles VIII, qui sert de prétexte à un truc policier. Après, maintenant, la question du plan. Moi, je fais toujours un plan. Mais je ne le respecte jamais. Mais je fais toujours un plan. Alors pourquoi je fais toujours un plan? Avant de commencer un polar, toujours. Quand j'écris d'autres livres, non. Mais un polar, je fais toujours un plan. Parce que comme le polar, c'est un jeu avec le lecteur. C'est forcément un jeu avec le lecteur. Vous essayez de l'amener sur des fausses pistes, de l'égarer. Il faut qu'au dernier moment, vous le récupérez par le col en disant « Ah, en fait, c'est ça, tu vois, je te l'avais mis sous le nez depuis le départ, mais je t'ai tellement perdu, c'est ça que tu ne pouvais plus y croire. Mais si, en réalité, c'est bien ça. » Pour que les rebondissements, les fausses pistes ne soient pas trop artificielles, il faut avoir tout calculé au départ. Et donc du coup, moi je le fais à travers le plan que je fais au départ. Donc c'est tout simple mon plan. C'est vraiment chaque chapitre, c'est résumé en 2 lignes. C'est vraiment ce qui va se passer en 2 lignes dans chaque chapitre. Mais comme je vous le disais, je ne le respecte jamais. Parce qu'en général, je change 3 ou 4 fois de plan en cours de rédaction. Obligatoirement parce que heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait terrible, si on pouvait tout prévoir à l'avance, on s'ennuierait en écrivant un livre. En réalité, effectivement, vous ne maîtrisez pas tout. Vos personnages, ils ont leur propre vie. Quand j'étais ado et que je voyais des auteurs chez Apostrophe qui disaient « Oh là, le personnage m'a emmené là où je ne pouvais pas imaginer qu'il m'entraînerait », moi je prenais ça pour du snobisme, je me disais « Oh là, dans celui qui écrit, s'il nous raconte que… » En réalité, non, c'est vrai. Parce que vous créez des personnages et à un moment donné, vos personnages, ils ont leur logique interne. Vous ne pouvez pas faire autrement que de respecter leur logique interne, sinon vos personnages, c'est des fantoches, ils ne tiennent plus la route. Et donc, il y a un moment donné, vous vous rendez compte que vous aviez prévu de leur faire tel ou tel truc dans votre plan, puis vous dites, ah non, mais ça colle pas, jamais Valentin ne lui ferait pas ça, ou Aglaé ne se comporterait pas comme ça, les vicaires, ils ne pourraient pas se comporter comme ça, vu ce qu'on a dit de lui, donc, et vous êtes obligé du coup de changer. Et moi, en général, oui, en moyenne, sur chaque roman, je change 3 ou 4 fois le plan, je suis obligé de changer des chapitres, changer des scènes, intervertir des fois des chapitres, il faut que telle action se passe avant, contrairement à ce que j'avais prévu. Mais il y a quand même au départ cette ossature qui est présente, qui permet de savoir où on va, puis ça permet de glisser des petits trucs, et je terminerai là-dessus, de glisser des petits clins d'œil pour les Zaki Few, qui sont très attentifs et qui vont repérer des choses que les autres ne repéreront pas. Après, du coup, ça reste entre nous. Alors là, on va se dire qu'on est entre Happy Few, par exemple. Dans le bureau des affaires occultes, comme j'avais tout prévu à l'avance de ce qui allait se passer, alors comme certains n'ont peut-être pas lu, je ne vous ai pas dévoilé, mais donc à la fin, on a tout d'un coup une révélation comme ça qui a surpris beaucoup de lecteurs. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte que la première idée, l'une des toutes premières idées qui viendrait à l'esprit du lecteur quand il lirait le livre, c'est le défi que je m'étais lancé. Je me suis dit, je vais concevoir un roman policier où l'une des premières idées qui assez logiquement va venir à l'esprit de quelqu'un qui est amateur de romans policiers, c'est la bonne, mais je l'aurais tellement perdu entre-temps qu'il ne pourra plus croire que c'est la bonne quand je lui dirai que c'est vraiment la bonne. Il ne pourra plus s'y attendre parce que c'est impossible de croire que c'est ça. Alors que c'est la première idée, une des premières idées qui lui sera venue à l'esprit. Et c'était ça mon défi dans le bureau des affaires occultes. A priori, je pense avoir pas mal réussi vu les retours des lecteurs. Eh bien, si vous l'avez, vous pourrez reprendre. Comme j'avais tout prévu depuis le départ et que je savais où je voulais y aller, dans le journal de Damien, vous verrez qu'il y a une astuce typographique qui est présente et qui vous donne tout de suite la clé de l'énigme dès le départ. Voilà. Quand vous lisez tous les extraits du journal de Damien, vous vous rendez compte, et c'est typographique, à tel point que même le correcteur chez Albin Michel, en fait, n'avait pas vu. Et il me dit, mais là, il m'avait fait toutes les corrections, il me dit, non, il faut changer. Non, surtout, vous ne touchez pas. Parce que c'est fait exprès, ça correspond à ce qui se passe dans la tête du personnage. Et alors là, très très peu de personnes l'ont vu. Quasiment aucun journaliste qui m'a interviewé ne l'avait vu. Même chez Albin Michel, quasiment personne ne l'avait vu. Il n'y a que Isabelle Lafont qui avait repéré un peu le truc. Très très peu de personnes l'avaient vu. Donc, vous pourrez regarder si vous voyez quelle est la scène. Alors, je terminerai juste. Je sais que on a commencé avec un peu de retard, donc j'ai presque fini, il me reste 5 minutes. Je terminerai juste en vous expliquant un peu justement, pour terminer avec la fabrique, ce qui se passe avec le travail avec l'éditeur. Souvent, on n'en parle pas beaucoup. En fait, quand vous avez la chance d'être chez un bon éditeur, alors moi, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai tout vécu, parce que j'ai commencé chez les tout petits éditeurs avec mes recueils de nouvelles. J'étais content quand j'en vendais 100. Et puis après, je suis passé chez un moyen éditeur, qui était en province, mais qui avait un bon diffuseur, etc. Puis après chez Jean-Claude Lattès, puis après chez Albin Michel.
Donc à chaque fois, c'était un bond. Le bond que j'avais fait en passant de mon petit éditeur de nouvelles complètement inconnu de province, n'ayant pas de diffuseur, c'est le même bond que j'avais fait en passant chez mon éditeur de province qui lui avait un vrai diffuseur, etc. L'écart était le même avec Jean-Claude Lattès, et l'écart entre Jean-Claude Lattès et Albin Michel, c'est le même. Hein, voilà. Alors, dans des maisons comme Jean-Claude Lattès ou Albin Michel, quand vous êtes vraiment dans une vraie maison d'édition avec un vrai éditeur, il y a un vrai travail de l'éditeur. C'est-à-dire que vous allez rendre un manuscrit que vous pensez être bien, le mieux que vous avez pu faire. Il faut le peaufiner au maximum. Mais même quand vous prenez le temps de prendre du recul par rapport à ce que vous avez écrit, vous ne pouvez pas le lire comme un lecteur normal. Vous ne pouvez pas le lire comme quelqu'un d'étranger au livre. C'est vous qui l'avez fabriqué, donc vous connaissez toutes les coulisses. Voilà, vous ne pouvez pas le regarder comme un lecteur normal. Donc c'est important d'avoir ce regard extérieur, et c'est ce que vous apporte un vrai éditeur. Le vrai éditeur, il va regarder ça. Moi, donc, mon éditrice chez Lattès, c'était Isabelle Lafont, et aujourd'hui, c'est mon agent littéraire, c'est toujours elle qui, après mon épouse, là, ma première lectrice, elle est là. C'est elle la privilégiée qui lit tous mes manuscrits en premier. Et après, arrive donc Isabelle Lafont. Et elle a un regard macroscopique, elle ne va pas du tout s'intéresser aux détails, elle va me corriger les détails, ça va être le travail qui va être fait avec le correcteur, qui va repérer les répétitions, s'il y a une phrase un peu lourde, qui va me suggérer de la modifier, etc. Le travail de détail, et moi, comme j'essaye d'écrire un peu correctement dès le départ, il y a très peu de choses à faire sur ce point de vue-là. Mais le regard macroscopique de l'éditeur, il est hyper important. C'est ce travail-là que vous devez attendre, qu'un auteur doit attendre d'un bon éditeur. C'est-à-dire que c'est cette vision macroscopique. Elle va aller, par exemple, Isabelle, moi, sur le bureau des affaires occultes, elle m'avait dit d'emblée, elle m'avait dit, c'est un très bon livre. Ça, vous avez créé un héros que les lecteurs vont adorer, ça va marcher, elle en a été persuadée. Elle me dit, il y a deux choses qu'il faut que vous modifiez, Eric. Elle me dit, justement, comme les lecteurs vont être en empathie avec votre personnage, il faut que le roman se termine avec lui, dans son intériorité à lui. Et moi, à l'époque, je n'avais pas fait l'épilogue. Le bureau des affaires occultes se termine sur un épilogue, qui est le dernier extrait du journal de Damien. Et c'est elle qui m'a dit, il faut qu'on ait cette intériorité. Voilà. Et donc, j'ai rajouté cet épilogue. Et puis, elle m'a dit, une deuxième chose, elle m'a dit, votre héros, il a une relation très forte avec son père adoptif, il n'y a aucune scène avec le père dans le livre. Et effectivement, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a un, c'est un chapitre, et c'est un chapitre important en plus. C'est un chapitre où Valentin rentre dans la chambre du père, voit le portrait qui suppose être sa mère, hein, d'une femme qui est là accrochée au mur. Et ça, c'est un chapitre qui n'existait pas quand j'ai rendu le manuscrit. Donc, elle m'a juste dit ça, elle ne m'a même pas dit ce qu'il fallait que je rajoute. Elle m'a dit, il faut qu'on termine avec Valentin, dans l'intériorité de Valentin, et il faut qu'il y ait un chapitre avec le père, c'est tout. Mais c'est des choses hyper importantes. C'est des choses qu'il faut absolument avoir, ce regard extérieur qui peut vous donner ça. Et donc, du coup, pour un auteur, c'est terrible. C'est comme quand vous venez d'accoucher, si vous venez d'accoucher madame, et puis que le gynécologue, l'obstétricien vous dise « Ah, il est pas mal, votre bébé. Bon, on va vous le remettre quand même, remettez-le un peu dans la matrice, un peu pour le peaufiner, parce qu'il peut être mieux quand même. » C'est terrible. Moi, j'attends toujours le coup de fil d'Isabelle quand j'ai rendu le manuscrit, où elle me dit « Ah, c'est très bien, Eric. Moi, j'attends le mai, parce qu'il y a toujours le mai. » Mais je ne l'attends pas à la fois en le redoutant, mais en l'espérant, parce que je sais que ça sera toujours pour que le livre soit mieux. Et il arrive toujours, le mai. Il y a toujours un petit mai, et c'est hyper intéressant. Alors, sur le coup, c'est toujours « Ah, mince, zut, il faut que je remette le bébé dans la matrice. » Bon, c'est terrible. Mais en fait, voilà, c'est hyper important, et c'est ça que rajoute... On parle aujourd'hui beaucoup de possibilités d'auto-édition, de pouvoir s'auto-éditer, etc. Bon, très bien, ça permet effectivement à des gens qui n'ont pas de relation, etc. Mais en réalité, c'est un faux débat, ça. Comme je vous l'ai expliqué, mon frère et moi, on était dans un milieu qui ne connaissait rien à l'édition. On envoyait nos manuscrits par la poste. C'est juste de la persévérance. Il faut être persévérant. Il ne faut pas s'arrêter à un manuscrit. Parce qu'effectivement, si vous êtes inconnu, vous ne serez pas lu. Le plus souvent, quand vous enverrez votre manuscrit par la poste, il ne va pas être lu. Il sera feuilleté, c'est tout. Donc, il faut être suffisamment persévérant. Il faut continuer à écrire. Il faut persévérer et continuer à écrire pour, à un moment donné, avoir la chance d'accrocher un éditeur au bon moment. Parce qu'en fait, il faut de la chance. Même si votre manuscrit est bon, il faut de la chance parce qu'il faut que ça soit le bon livre au bon moment chez le bon éditeur qui, justement, a besoin de ce type de livre. Vous pouvez avoir écrit un livre très bon, très bien, mais il se trouve qu'au moment où vous l'envoyez à l'éditeur qui serait le bon pour le publier, lui, par exemple, il y en a déjà un très proche du vôtre, sous le coude, qui va bientôt publier. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et il va vous dire non, mais uniquement pour ça, pas parce que le roman est mauvais. Et donc, il faut persévérer, mais en fait, quand on persévère, on y arrive, même par la poste, on y arrive.
c'est par hasard quand même, on est deux frères qui connaissions rien, on est deux frères écrivains, les deux on est édités au final. Mon frère chez Julliard, moi chez Albin Michel, donc chez des grandes maisons. Donc il faut vraiment se dire ça. Mais l'auto-édition permet au moins de, voilà, quand on n'a pas envie de persévérer ça, qu'on n'a pas envie de, voilà, de se prendre trop de refus, que c'est trop dur pour l'ego, tout ça, ben, on peut s'auto-éditer. Le seul écueil de l'auto-édition, c'est que vous n'avez pas ce travail avec l'éditeur. Quand vous avez un vrai éditeur qui vous suit et qui va vous aider, et c'est une vraie aide, parce que encore une fois, vous n'avez pas ce regard extérieur. Alors vous pouvez demander à des proches, des amis. Les proches, les amis, c'est très bien. Mon épouse, heureusement qu'elle fait ce travail-là, elle a le travail ingrat, c'est-à-dire d'enlever les scories qui ne sont pas bien, etc. Avant, mais c'est pas, elle ne va pas avoir un regard d'éditeur qui est un regard de quelqu'un qui regarde comment le livre peut accrocher un lecteur. Qu'est-ce qu'il faut que le livre ait pour accrocher un lecteur? Voilà, ce regard de professionnel de l'édition qui sait comment on peut accrocher un lectorat. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir saoulé avec tout ça. J'ai essayé de rentrer dans les détails. Des fois, certains auteurs ne rentrent pas dans la cuisine des choses. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous.